Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue. Effectivement, on va partir ici pour la troisième épisode. Et en fait, ce sont des épisodes comme une série Netflix hein, qui nécessite une suite. Et donc, c'est le dernier épisode de cette saison. Je rappelle qu'on avait parlé de créer un écosystème de l'intelligence collective et aujourd'hui du leadership inspirant. Et ça, c'est l'annonce de la deuxième partie de ce soir où, pour ceux que ça intéresse, on va transformer cette théorie en pratique lors d'un week-end dédié à cet élément à Spa en Belgique. Mais ça, ce sera pour la deuxième partie. Et bien entendu, vous n'êtes pas tenu de rester si ça ne vous intéresse pas. Euh, donc, la première fois, on vous a parlé, pour ceux qui n'étaient pas là, d'un secteur en pleine mutation. Je pense que personne, médecin, infirmier ou euh, acteur des soins ne peut dire qu'on vit actuellement pas mal une situation complexe avec une surcharge administrative, une perte de sens et en même temps euh, un besoin d'innovation, de recréer un nouveau paradigme. Et ça, c'était le premier point, l'importance de l'écosystème. Euh, le deuxième point qu'on a abordé lors du second webinaire, c'était l'importance, l'impact de l'intelligence collective. Et on s'était plutôt axé sur un des outils qui permet à des entrepreneurs, à des soignants, justement en reconversion, de travailler sur un projet de réalisation, de mise en action de leur projet dans des groupes de mastermind, c'est-à-dire des groupes de pairs qui permettent de travailler euh, son chemin par rapport à la réalisation de cette dimension un peu entrepreneuriale lorsqu'on sort un peu des terrains des chemins habituels. Et ce soir, on va parler de l'importance du leadership médical, un terme qui dans le monde médical n'est pas fort abordé et on verra pas forcément incarné dans les formations, en tous les cas, à mon sens, pas suffisamment. Je tiens à préciser ici d'emblée, c'est un peu un disclaimer, que la présentation, je l'ai choisi spécifiquement de m'orienter vers euh, des, des ressources scientifiques plutôt axées médecins, mais elles sont tout aussi pertinentes pour les infirmières et pour les autres soignants. C'est un parti pris que j'ai fait et vous allez voir que ça s'adaptera de toute façon à tous les soignants. Mais l'idée, c'est vraiment mais qu'est-ce qu'on entend par leadership dans le monde médical et est-ce qu'on forme les gens à cela? Alors, j'ai déjà une petite question pour vous. Donc, je viens de vous dire les trois éléments dont nous avons parlé et qui sont le cœur de ce que l'on veut travailler avec Julien et, euh, et Gabriel. C'est donc son écosystème, la collaboration, l'intelligence collective et le leadership médical. Alors, selon vous, pourquoi ces trois dimensions représentent-elles les clés pour améliorer les soins de santé demain? Vous pouvez, si vous avez une réflexion par rapport à ça, à votre avis, pourquoi on a réuni ces trois dimensions? N'hésitez pas d'interagir. Alors, eh bien, je vais vous expliquer. En fait, dans ces trois dimensions, elles sont indispensables pour être à l'écoute de l'autre, mais pour pouvoir les développer pleinement, il faut faire un travail sur soi.
Donc, connaître l'écosystème, c'est connaître son environnement, c'est connaître les enjeux, mais aussi les freins personnels. Euh, mais c'est aller vers l'autre. L'intelligence collective, c'est un outil qui permet justement de collaborer, de réseauter, d'apporter sa pierre à l'édifice. Et le leadership, c'est vraiment une dimension tout à fait euh, personnelle, mais qui profite aux autres. Donc ça, c'est vraiment les trois éléments qui les lient et qui pour nous est important. Alors le point, n'ayez pas peur, il peut paraître un peu important, mais c'est chaque fois un item. Le plan de la présentation, c'est ben, pourquoi l'importance du leadership médical en 2025. Petite synthèse, une définition, pourquoi c'est vital en santé, les types de leadership qui existent, les qualités clés qu'un bon leader médical doit avoir, le leadership clinique et la performance des équipes. Est-ce que avoir un leadership a un impact sur la performance? Quelles sont les compétences fondamentales du leadership médical? Mhm. Leadership euh, et l'engagement professionnel. Est-ce que le fait d'avoir un leader améliore l'engagement des professionnels de santé? Le burn-out médical. Là, vous allez voir des chiffres assez interpellants et le rôle du leadership. Leadership et l'éducation médicale et formation des internes. Que dit la littérature sur l'implémentation de cette ressource? Le mentorat comme outil de leadership. Le leadership au féminin, deux, trois petits articles que j'ai eu l'occasion de lire qui sont intéressants. Enfin, le leadership interprofessionnel, car aujourd'hui, comme je l'avais déjà évoqué au précédent séminaire, on ne travaille plus tout seul, on est en interconnexion, et donc c'est important de cultiver. Puis une petite conclusion. Alors, le leadership, c'est pas nouveau. Et il y a des grands, mais c'est vraiment un développement particulièrement lié au monde anglo-saxon, les Américains, les Anglais, les Canadiens sont vraiment à l'avance. Et par exemple, la Mayo Clinic, Harvard, tout ça s'intéresse à ces questions depuis plus de 20 ans. Non seulement s'intéresse, mais aussi ce sont des critères pour eux de sélection au MIT. Leurs questions, bah, bien sûr, ils regardent votre CV, mais leur première question quand ils auditionnent ceux qu'ils ont présélectionnés, c'est êtes-vous capable de travailler en équipe? Et parce qu'ils se sont rendus compte qu'on peut avoir des cerveaux qui connaissent plein de choses, mais qui sont totalement euh, in- incapables de travailler en équipe, et encore moins de les encourager à avancer. Donc c'est une thématique qui n'est qui n'est pas dénuée d'intérêt dans le monde anglo-saxon depuis un certain temps, mais c'est vrai que j'ai pas vu beaucoup de papiers en francophonie, même s'il y a des choses et des initiatives et dans le leadership, on peut dire pas mal de choses. Je voulais, avant d'aller plus loin, faire la différence entre management et leadership. Pour faire simple, sans rentrer dans de grandes définitions, le management, c'est vraiment euh, c'est gérer toute la dimension, voilà, c'est l'ordre, la structure, c'est gérer le processus, c'est gérer les moyens que l'on a. Et le leadership, c'est plutôt apporter la dimension de vision, la capacité de changement et d'influencer positivement, évidemment, euh, les collaborateurs. Et donc, on peut être manager sans être leader, on peut être un leader sans être manager. L'idéal étant évidemment d'être manager leader. Euh, une chose qui est différente aussi dans les deux, le manager, ben, on le nomme, le leader, il est décidé, il est vu par l'équipe. C'est l'équipe qui va l'identifier comme leader. On ne se déclare pas leader, on est leader parce que l'équipe vous considère comme leader. Voilà, les deux sont nécessaires, mais le leadership donne le sens et la direction.
Et quand, comme je vous disais, comme la perte de sang, c'est quelque chose de parfois douloureux, c'est très important. Alors, qu'en est-il du leadership médical en 2025? Donc, je vous ai dit que j'ai pris le parti d'aller plus dans une dimension de revue de la littérature tout à fait non exhaustive et vraiment quelques petits points. Mais voilà, depuis 1925, l'augmentation tout à fait exponentielle des papiers qui parlent de l'impact de la littérature, du leadership, pardon. Et ces dernières années, en tous les cas, démontrent de plus en plus un impact très intéressant et sans doute alors ça c'est à visée illustrative, j'ai pris sur les 5 dernières années plusieurs papiers. Quelle est la définition? Et il y en a plusieurs, mais j'ai décidé d'en choisir une et de manière la plus simplifiée. Quelle est la définition du leadership médical? Le leadership médical, c'est la compétence des médecins, des soignants en général, à inspirer, guider et coordonner leur équipe pour améliorer la qualité et la sécurité des soins. Donc il y a une dimension aussi de sens, mais aussi de compétence qui est évidemment très importante dans le leadership. Et j'ai trouvé dans une, un autre livre cette image que je trouvais assez euh, ex- explicite. Les 4 cercles du leadership, c'est voilà, c'est être capable de donner le cap, la vision, capable d'influencer, c'est-à-dire influencer, c'est donner l'envie d'eux, être capable de rassembler, de savoir travailler avec différentes personnes et de le communiquer de manière efficace et pertinente. Alors pourquoi le leadership médical est-il vital en santé? Il y a plein de raisons, hein. Ici, on peut les citer. Il y a l'exigence accrue de, de besoins de qualité, de sécurité. Euh, il y a de plus en plus une activité multiprofessionnelle. Il y a des pressions économiques et des gestions de ressources limitées. Il y a une innovation rapide et on ne va pas rentrer dans cette dimension-là, mais la transformation numérique est clairement en train de changer la donne. Et un leader, c'est quelqu'un qui a cette soft skill d'adaptabilité et qui va savoir aussi emmener ses équipes à travers tous ces défis. Il y a des attentes de la société, une transparence accrue, il y a des crises sanitaires et imprévues, et il y a des crises de désengagement, de burn-out médical. Et là, c'est un papier du BMJ de 2022 qui s'est intéressé à justement à l'impact du leadership sur le comportement des médecins dans leur bien-être, le burn-out et leur désengagement professionnel dont on évoquait. Et l'étude est assez intéressante et elle est assez vaste puisqu'elle concerne plus de 5416 médecins qui ont été interrogés. Alors pour être tout à fait honnête, au niveau de l'enquête, il y a un pourcentage de répondants, je pense que c'est 46%, ce qui fait qu'on peut toujours considérer qu'il y a un biais, mais pour une enquête auprès de médecins, avoir 46% de répondants, c'est déjà pas mal et le nombre est quand même conséquent. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont voulu regarder la dimension de la satisfaction, de l'accomplissement professionnel, enfin, s'ils se considéraient en burn-out et s'ils se considéraient avec l'intention de quitter l'hôpital. Et vous voyez en haut comment ils considèrent leurs supérieurs avec un niveau de leadership bas, moyen ou haut. Et les résultats sont assez impressionnants puisque sur le plan de l'accomplissement professionnel, les gens qui étaient soumis à un leadership faible avaient un sentiment à 19% alors que ça montait à 47%. Au niveau de burn-out, 47% des médecins se déclaraient en burn-out et ils avaient préalablement estimé qu'ils avaient un niveau de leadership bas et 18% seulement quand le leadership était très bon. Concernant l'intention de quitter le job, 50% et 16%
donc avec un impact particulièrement important. Alors si on reprend ça de manière, ces résultats, qu'est-ce qu'on peut en dire? Ben, ça veut dire qu'un médecin sur deux se sentait accompli, contre seulement un sur cinq avec un mauvais leader. Autrement dit, un bon leadership multiplie presque par 6 les chances de se sentir épanoui au boulot. Pas rien. Et au niveau du burn-out, c'est un médecin sur deux. Et quand on a un mauvais leadership, mais seulement un sur cinq. Donc, leader- leadership réduit le risque de burn-out de plus de 70%. Incroyable. Intention de quitter de 50% à 16%. Le bon leadership réduit donc fortement le turnover. Donc, ce n'est pas une petite question. Quand on sait l'impact qualitatif, économique que ça peut engendrer, je pense que c'est pratiquement une démonstration de l'importance de développer cette compétence-là de leadership. Et c'est pas, ça n'a rien à voir avec le charisme, hein. C'est pas on est leader ou on ne l'est pas. Le leadership, c'est quelque chose qui s'enseigne, qui s'apprend, hein, parce qu'il y a plusieurs composantes à cela. Donc, la conclusion de cet article, c'est qu'un leadership de qualité augmente la satisfaction, protège contre le burn-out et fidélise les médecins. Encore une fois, comme je vous ai dit, ça se retrouve dans les études pour les infirmières et autres soignants. Donc cet article démontre que le bien-être des soignants dépend autant de la culture organisationnelle et du style de leadership que des facteurs individuels. Ce n'est pas que la faute de l'individu, c'est aussi un questionnement collectif qu'il faut avoir. Alors, quels sont les types de leadership? Alors, il y a 4 modèles. Je vais aller assez rapidement parce que le but n'est pas de rentrer dans les détails, mais il y a le leadership, on va dire, transactionnel, c'est-à-dire récompense, règle, basé sur récompense et sanctions. Euh, si dans certains cadres, ça peut avoir son sens. Donc, le leadership, c'est comme le management, il faut s'adapter à la situation peut avoir cette forme de leadership, mais ce n'est pas celui qui s'adapte le mieux au monde médical. Il y a un modèle plus transformationnel, c'est effectivement apporter l'inspiration, la vision. Donc ça permet de mobiliser autour de la vision et de la mission commune, mais si on reste trop braqué sur cette dimension-là, on pourrait avoir une certaine rigidité par rapport aux besoins des, j'allais dire consommateurs, mais des personnes qui ont besoin des services, et à savoir les patients. Donc, c'est bien, il y a aucun modèle qui est mauvais en soi, mais c'est pas le meilleur. Modèle adaptatif, ça, c'est faire face aux défis liés au changement. Alors, c'est aussi très bien parce que ça a une dimension euh, euh, collaborative, coopérative. Ça demande vraiment de permettre à tous les acteurs de pouvoir interagir. La seule chose, c'est que c'est pas toujours adapté en situation urgente. En situation urgente, on va pas commencer à dire, tiens, il y a un ARCA, on va faire une réunion pour savoir qu'est-ce qui est le mieux pour tout le monde. Non, à ce moment-là, le médecin prend sa casquette d'urgentiste et c'est lui le patron, il doit bien communiquer, mais il doit amener ses différends. Et donc, le modèle qui est présenté ici dans l'article de 2014 déjà de la Mayo Clinic, c'est un modèle qui s'appelle Servant Leadership. Alors, bah, j'ai cherché à transformer le mot parce que si je le traduisais leadership servant, c'est sûr qu'il y aurait des bons. Euh, et donc, j'ai trouvé le mot finalement que le leadership altruiste était le plus juste et qui nécessite effectivement d'établir cette confiance, cette cohésion au préalable, cette culture de communication respectueuse avec les équipes, la valorisation des compétences de chacun et savoir reconnaître la différence que chaque membre de l'équipe peut apporter à la valeur commune et toujours en gardant à l'esprit la priorité à l'intérêt du patient. Donc il y a vraiment une dimension d'éthique et dans le papier, il y a vraiment cette dimension-là. Donc ce serait le type de leadership le plus adapté à avoir.
Donc c'est le modèle qui fait écho et qui est autant au service des patients que du soutien des collègues. Et en renforçant la confiance et l'altruisme, il contribue à construire un système de santé plus humain, plus durable et plus performant. Alors, quelles sont les qualités clés d'un bon leader médical? Alors là, j'en reviens à mon image par rapport aux soft skills. Euh, Avant de vous donner la réponse des compétences, dans le leadership, on ne va pas aller chercher forcément dans nos connaissances et dans nos compétences techniques. Par contre, on va clairement aller chercher dans notre boîte à outils qui est nos soft skills et qui est souvent cette dimension immergée qu'on ne voit pas, qu'on n'enseigne pas toujours à sa juste valeur parce qu'elle est impalpable, elle est l'ordre de l'invisible et qui est pourtant essentielle et qui sont la clé des compétences de leadership. Je ne vais pas tous les passer en revue, mais vous voyez que dans cette image-là, on va aller toucher les attitudes, les valeurs, l'image de soi-même, pourquoi et comment on avance dans la vie, pourquoi ça nous passionne, la motivation, le sens. Et j'en profite pour revenir sur le fait de cette dia où je vous ai dit, pardon, où je vous ai dit pourquoi on, on s'intéresse à l'écosystème, au collectif et au leadership. Ben, parce que ce sont des domaines que l'on doit travailler personnellement au bénéfice du collectif. Et donc ça, c'est très important et c'est pour ça que c'est sous l'iceberg. Et c'est ça dont on a été coupé par les conditions de travail qui font que ben, on veut donner cette dimension humaine, euh, mais ça ne veut pas nier l'aspect technique scientifique. Mais parfois, on est coupé de cette dimension, on ne se reconnaît pas, on est déconnecté de soi. Et comment on peut donner si on est déconnecté de soi? Voilà. Alors, voici ben, les qualités d'un bon leader. C'est quelqu'un qui sait communiquer de manière claire et respectueuse, qui est capable de fédérer, qui est capable de donner de l'autonomie, la responsabilisation à certains collègues, qui a une vision stratégique, qui a ses compétences transversales, euh, recherche, gestion financière, organisationnelle, qui a une forme d'intelligence émotionnelle qui lui permet de s'adapter et qui a une intégrité. Vous retrouvez tout ça dans ce papier. Le leadership clinique et la performance des équipes, ça a été étudié dans un document qui est en accès libre, Cochrane Database, d'une cinquantaine de pages, qui permet vraiment de voir ben, comment ce leadership clinique améliore les performances en travaillant sur une meilleure coordination, réduction des erreurs, appropriation des responsabilités de chacun. Et ici, c'est une étude qui a interrogé, en tous les cas, toute une série de médecins sur quelles étaient les compétences euh, techniques qu'ils avaient pu avoir dans leur formation et celles qui avaient manqué. Et donc, il y avait la dimension simulation, la capacité de faire un feedback 360 degrés, ça, Julien pourrait vous en parler. Et donc, dans cette étude-là, il y avait clairement une satisfaction d'avoir ces programmes de développement de leadership, mais la limitation de cette étude et des autres d'ailleurs, c'est que voilà, il n'y a pas de critères de KPI objectifs vraiment qui permettent de démontrer leur impact, quoique. Et ici, c'est un autre papier qui pose dans le BMJ, c'est de 2017, qui pose la question, est-ce il faut dans la gestion des hôpitaux plus de médecins? Et la réponse, c'est que effectivement, donc c'est une étude, une revue qui a étudié 16 études, dont 12 étaient positives sur l'impact positif d'avoir des médecins dans le board décisionnel et la nécessité effectivement que
ces médecins soient formés au management, formés au leadership, pour avoir un impact favorable tant au niveau des performances des équipes. Donc, il semble que, enfin, il y a des tendances, mais c'est vrai que ce ne sont pas des études qui peuvent être faites comme pour un médicament en double aveugle, avec un haut degré de puissance, mais très clairement, elles sont à tendance très positive, et donc c'est intéressant de le faire remarquer. Alors, j'ai passé, voilà. Compétences fondamentales du leadership médical. Ici, j'ai choisi ce papier parce que je trouve ça assez intéressant. On est leader, et comme je vous ai dit, c'est la tendance anglo-saxon, et donc voilà, c'est le leader, c'est celui qui est capable de fixer une vision, prendre une décision, emmener les personnes à le faire. Et ici, c'est un papier ici de 2024 où c'est euh, une étude japonaise, où en fait, ils se sont dit, bah tiens, ok, ça c'est de la culture du leadership médical anglo-saxon, c'est très bien, mais ils se sont intéressés, ils ont interrogé un nombre de médecins pour savoir ben, quelles étaient leurs visions des compétences fondamentales du leadership japonais. Et ce que j'ai beaucoup aimé, donc il y a l'humilité, autodiscipline, écoute attentive, soutien aux membres, guidance des membres, création d'un climat de sécurité, unité et cohésion émotionnelle. Et donc, humilité, eh ben, effectivement, qualité fondamentale inspirée de la tradition confucéenne. Et j'ai beaucoup aimé parce que dans l'article, ils disent que ben, l'objectif ultime, c'est créer une unité émotionnelle de l'équipe pour améliorer coopération et performance. J'ai bien aimé cette dimension d'unité émotionnelle et qui était effectivement d'inspiration japonaise très forte. Voilà, je vous dépose ça. Qu'en est-il de la capacité de l'engagement professionnel quand on est soumis à un leadership positif? Eh ben, très clairement, ça on l'a déjà évoqué, ben, ça réduit le désengagement, ça a un impact direct sur la qualité de soins, et c'est important de cultiver l'engagement médical nécess- euh, qui nécessite un leadership participatif et qui permet à chacun de pouvoir intégrer, avoir sa place, tant au niveau individuel, mais aussi organisationnel et systémique. Et les médecins ici qui avaient été interrogés dans cette étude insistent sur le fait que c'est effectivement que le leadership est vécu comme faisant partie de leur rôle de soignant, mais qu'ils se heurtent parfois, souvent, à des contraintes structurelles, le temps, la hiérarchie, la priorité, concurrence. La hiérarchie, c'est toujours le problème hein, du N+1. Si lui n'a pas les mêmes valeurs que vous, c'est compliqué. Et donc, eux-mêmes ont demandé, c'est important d'investir dans des programmes de formation de leadership. Et sachez que ça existe déjà, ça c'est un programme du NHS anglais, Medical Leadership Competency Framework, qui est vraiment structuré de manière assez simple. Je ne vais pas aller dans les détails, mais c'est un cercle qui va faire travailler sur, un, démontrer des qualités personnelles, travailler avec les autres, gérer les services. Il y a des sous-catégories que je vous invite à découvrir. Améliorer les services, la dimension sécurité, évaluer de manière critique. Et finalement, le cinquième point, le leadership, définir la direction, identifier les contextes de changement, appliquer les connaissances et les preuves à la réalité, être capable de décider et évaluer l'impact. Donc ça, c'est vraiment, ça existe et c'est important de le savoir. Ici, c'est une étude américaine de nouveau de la Mayo Clinic euh, qui a repris
dans une enquête, un constat assez inquiétant que plus de 50% des médecins américains ont ou présentent des signes de burn-out. Or, on sait très clairement que ça baisse la qualité des soins, augmente les erreurs médicales, le turnover. Et l'erreur fréquente qu'ils disent c'est de considérer que c'est une responsabilité individuelle. Et c'est là où c'est pertinent, c'est que il faut bien se rendre compte que les burn-out, c'est aussi parce que de manière systémique, c'est problématique. Donc un bon leadership réduit l'épuisement. Un soutien perçu est un facteur protecteur clairement important. Et là, il propose 9 stratégies organisationnelles proposées. Vu le timing, je vais vous les laisser découvrir, mais voilà, c'est toute une série de recommandations de la Mayo Clinique dans lequel on invite effectivement différentes compétences. Vous avez la référence pour lire cet article. Ils sont quasiment tous en libre accès. L'importance du leadership au niveau de la formation des soignants et de l'éducation médicale, elle est particulièrement importante. Et quand on est confronté à un leader qui va pouvoir incarner un exemple clinique par rapport, eh bien, les étudiants vont avoir une meilleure autonomie et il est démontré qu'il y a un effet durable sur la pratique. Ici, dans cette revue, ils ont revu une quinzaine d'études qui montraient l'impact de programmes de leadership dans la formation des internes, avec une très grande variante, hein, une très forte hétérogénéité de ces formations dans lesquelles il y avait des formations sur la gestion de conflits, les compétences interpersonnelles, le travail en équipe, gestion du stress. Et ces ateliers, séminaires, ces projets pratiques étaient au niveau du ressenti des patients particulièrement bien, plus de 80%, ils retrouvaient une ressource positive. Par contre, au niveau méthodologique, donc la qualité de ces études reste faible. Donc ça, euh, on peut pas intégrer ça. Mais bon, plus de 80% étaient très satisfaits de ces dimensions, mais il faudrait un indicateur de qualité pour être... euh, je suis un peu gêné par une petite souris là. Ouais. Alors, ça m'amène à 5 recommandations. Je vais appeler ça les 5 T hein, en tant que transmetteur. Euh, mais il y a la première clé, c'est la transmission. Transmettez plus que des connaissances, transmettez des valeurs. La tolérance, soyez tolérants face aux erreurs, elles sont des outils d'apprentissage. Le monde médical est très frileux de parler des erreurs, mais il y a beaucoup euh, de travail par rapport à ça et justement de travailler sur ces erreurs comme outil d'apprentissage, c'est extrêmement important. Le temps, investissez du temps pour bâtir la relation maître-élève. Le travail collaboratif, favoriser l'esprit d'équipe et la collaboration, ça devrait être une faute. Euh, ces commérages négatifs qui pullulent dans les couloirs. Et témoigner. Soyez un modèle par votre témoignage quotidien. Ça nous amène à cette dimension du mentorat. Le mentorat, c'est comme un outil de d'expression du leadership, un impact positif sur la confiance des jeunes médecins. Et une seule phrase, un leadership véritable et durable en santé ne se mesure pas à l'autorité exercée, mais à la capacité d'élever, soutenir et transmettre aux générations suivantes par le mentorat. 2 points, ben, le leadership au féminin. Ici, c'est une étude qui est sortie dans le JAMA et c'était euh, pour démontrer que des femmes médecins d'origine asiatique avaient clairement euh, des obstacles beaucoup plus importants et réellement une difficulté de pouvoir atteindre des postes. Donc il y avait encore vraiment cette difficulté
culturelle. Et donc, ils ont étudié vraiment les freins, les obstacles encore présents. Et une autre étude que j'ai lue qui est assez interpellante, c'est qu'en termes de recherche et de publication scientifique, il n'y a que 20% de femmes en premier auteur et que 10% de femmes en dernier auteur, c'est-à-dire justement les personnes qui sont censées superviser le travail. Donc là, on sent qu'il y a encore clairement un déséquilibre et c'est une étude qui a été faite entre 2020, 2000 et 2025 et ça n'a pas bougé. Donc on ne peut même pas dire que la féminisation de la médecine est en train de changer les choses. Donc il y a encore un fameux questionnement par rapport à ça. Le leadership interprofessionnel, je pense que vous avez compris que c'était extrêmement important. Ici, c'est une étude qui a démontré euh, des formations spécifiques pour des étudiants. Et très clairement, le fait de découvrir, de faire ces ateliers interprofessionnels améliorait leur confiance dans le fait que effectivement, ils peuvent entraîner des équipes. Et je pense que cette expérience est très forte. J'ai eu la chance de pouvoir faire ça juste avant le Covid au CHU de Lausanne. Ils font ça depuis 10 ans, 750 étudiants de toutes formations confondues, avec 58 facilitateurs en intelligence collective. C'est magnifique. C'est vraiment très très fort. Bon, ici, il y a des limites méthodologiques. Ici, cette étude, c'est plutôt euh, une revue scientifique de tous les papiers. Et qu'est-ce qu'on retient? C'est à Toronto, au Canada. Ce qui retiennent, c'est que dans la collaboration interprofessionnelle, qui clairement améliore les soins, eh ben, les cadres existants définissaient l'importance des compétences individuelles des professionnels, mais peu de cadres définissaient la dimension des compétences collectives des équipes. Et donc, je trouvais que c'était intéressant de rappeler que effectivement, c'est le collectif qui transforme, qui fait de le qualitatif, surtout dans un monde complexe actuellement. Voici les résultats de cette étude, les 6 compétences clés d'une équipe interprofessionnelle. Alors là, j'ai un petit souci voilà. Qu'ils ont pu mettre en œuvre par des formations, des programmes de leadership, des processus d'accréditation. Et là, c'est un peu une redite de ce que je viens de vous dire. Je vais passer. En conclusion, le leadership médical est clairement une compétence clinique clé qu'il faut pouvoir développer. Il influence la qualité, la sécurité, le bien-être tant du patient que des soignants. Il doit être enseigné, pratiqué, soutenu activement dans les études des soignants, car un bon leadership multiplie par 6 les chances d'accomplissement professionnel et réduit de plus de 70% le risque de burn-out. Il divise par 3 le risque d'intention de quitter l'organisation. Former et sélectionner les leaders médicaux est donc une stratégie clé pour améliorer la qualité des soignants. Et je terminerai par cette image. Le management patriarcal d'Ulysse est terminé. Il faut amener les gens à communiquer, inspirer et à les engager. Et c'est plutôt le let's go qui marche, surtout avec la jeune génération. N'essayez pas de faire du management patriarcal. Ils vont vous remettre à votre place assez rapidement. Et voilà, je vais terminer avec les 3 H: humanité, humilité, humour. Je vous remercie. Place aux questions-réponses. C'était un beau sprint. Merci d'avoir fait cette revue dans un temps record. Évidemment, la plupart des personnes ont pu voir, ce panel. Ils iront Allez. piocher les articles qu'ils souhaitent, pour approfondir. Ce sera disponible dans le replay évidemment. Pas mal de questions, pas mal d'interrogations, pas mal de rebonds, de retextes aussi également. Si vous voulez, si c'est place aux questions-réponses, Mhm. je peux en citer quelques-unes à la volée et puis Jean-Marc, tu peux rebondir dessus. On peut même, ouvrir des micros si certains souhaitent, prendre la parole. Hem, Nous avons notamment entre autres, tac, 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 Sandrine.
Sandrine qui disait que l'enseignement du leadership est-il dispensé dans le programme de formation en études de médecine en Belgique? Très bonne question. Pas à ma connaissance. Maintenant, je sais qu'il y a des initiatives, en tous les cas, qui sont, qui émergent à droite, à gauche, mais ce sont des petites séances à la communication. euh, mais donc, clairement, sur le leadership, pas à ma connaissance, et ça reste encore très marginal, alors que ça devrait être le cœur du réacteur, quoi. Sandrine qui sera présent au séminaire, hein, je fais une alerte spoiler, mais qui sera présent au séminaire. Merci Sandrine. Nous avons aussi Céline. Céline, bah, ravie de te revoir. Comment définit-on un bon leadership pour un médecin? Quelle spécificité pour cette profession? Tu l'as en partie répondu Alors, à la oui, suite. alors. Ben, je dirais c'est la capacité de descendre de son piédestal. Euh, ça, de un, et d'avoir une vision transversale. Moi, je l'ai appris, donc j'ai fait une formation de coaching et j'ai appris énormément avec la posture basse. Euh, Posture basse que j'avais déjà, puisque je viens pas d'une famille de médecins et je suis fils d'infirmière. Donc, j'ai été éduqué quand j'ai commencé la médecine, où ma mère me disait toujours, tu seras gentil avec les infirmières. Je dis oui, oui, maman, je te le promets. Et donc, je pense que ça a toujours été. Mais je pense que cette posture, euh, et je pense qu'il y en a encore certains qui n'ont pas compris que maintenant, c'est fini la période des mandarins, c'est fini de taper sur la table. Si vous voulez fonctionner, il faut être au même enfin, d'abord, vous êtes au même niveau que les autres, mais il faut leur rappeler que c'est comme ça que ça fonctionne. Ça ne veut pas dire Oui. qu'à un moment donné, on ne doit pas avoir un leadership directif, mais dans des situations bien ponctuelles. Moi, les infirmières, je ne devais jamais. Mais quand j'avais ma voix qui changeait et qu'il fallait plus rigoler, ils sentaient que je devais être que j'étais le chef, quoi. Donc ça, et il faut garder ça. Ça rebondit tout à fait avec Claire qui avait posé une question en lien avec les études infirmières, qui est, bonsoir, Jean-Marc, existe-t-il des études concernant les infirmiers? Oui, oui, il y en a, il y en a beaucoup. Mais en fait, pourquoi j'ai pris je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris ce parti de choisir la littérature pour les médecins. Parce que c'est les médecins, c'est eux les plus difficiles à convaincre. Il y a plein de littérature au niveau des infirmières. Mais les infirmières, le problème, c'est qu'elles sont entre le marteau et l'enclume. Elles sont beaucoup plus convaincues que les médecins de l'importance du coopératif, du collaboratif, et elles sont entre le marteau et l'enclume parce que parfois elles veulent développer ces projets-là. Elles ont un imbécile juste au-dessus d'eux qui a rien compris. Et donc ça crée de la souffrance parce que non seulement elles savent ce qu'il faut faire, mais elles peuvent pas le faire. Et ça, c'est très très frustrant quand on a encore un système euh, comme ça, un peu patriarcal, ancienne génération. Donc il y a plein de littérature au niveau des infirmières sur ces dimensions-là. Donc c'est pour ça que je vous ai dit c'est duplicable très clairement. Aujourd'hui, les groupes de pluridisciplinarité est quelque chose d'indispensable. J'évoquais dans le chat aussi le côté un peu des patients experts, alliés administration, paramédicaux. Il peut y a même avoir aujourd'hui des doctorants paramédicaux. C'est plutôt intéressant d'avoir cette vision. Il y a une question de PC qui indique, est-ce qu'un chef de service est nommé pour ses qualités de leadership selon toi? Non, heureusement. Ça c'est... Euh, euh, Quoique il y a des choses qui évoluent, mais moi j'ai été au conseil médical d'une université pendant 2 ans et malheureusement c'était le CV. Et donc, vous pouvez avoir un CV scientifique extraordinaire. Ça ne fait pas de vous un bon chef de service et ça ne fait pas de vous un bon leader. Et donc, non, ça, ça, ça,
ça représente malheureusement rien. Et vous avez des médecins cliniciens Mmh, qui mmh, vous managent des équipes comme pas d'eux, qui n'ont pas accès à des postes mmh. alors qu'ils gèrent beaucoup mieux le service. Donc probablement pas encore assez, mais encore une fois, voilà, il y a quand même un changement. Et je pense que quand ils vont enfin comprendre, et c'est pour ça que mon bâton, je l'adresse, enfin, j'avance le plus souvent, j'essaye d'aller, que ce soit dans les coachings ou les interventions, dans le monde médical, parce que c'est eux qui en ont le plus besoin, et c'est d'aller les convaincre eux, parce que en, en, j'allais dire, en traitant un médecin, on aide 100 infirmières et 1000 patients. Bah, c'est tout à fait le lien aussi avec Florence. Florence qui, évoque, dans le chat: «Alors que la législation reconnaît désormais le leadership des professionnels paramédicaux, comment garantir à la fois la place de chacun et une coordination harmonieuse des différents leaderships médicaux et paramédicaux?» Mmh, Comment garantir? Mais mmh, c'est tout le problème, c'est que on est, c'est c'est- c'est pas quelque chose qui se décrète et même le leadership, c'est quelque chose qui peut être remis en question tous les jours, hein. Donc c'est quelque chose d'impalpable, de difficilement mesurable. Donc moi je pense vraiment qu'il faut pousser à ce que des formations dans ces dimensions-là, des, des formations expérientielles, parce que c'est pas de la théorie, il faut le vivre. Et c'est pour ça enfin, que ce soit ici par rapport au week-end, mais aussi par rapport à Soigner en conscience, une association que je tiens depuis 15 ans, on fait vivre aux soignants une expérience. mmh, Et quand vous vivez une expérience de coopération, une expérience de communication, une expérience de gestion du stress qui fonctionne, vous pouvez plus revenir et taper sur la figure de la personne avec qui vous avez vécu cette expérience. C'est pour ça que c'est bien aussi de le faire vivre à des équipes. Encore, mais attention, ne jamais vouloir convaincre quelqu'un de ce qu'il ne veut pas. Ça, c'est... c'est vrai. Je précise, j'ai parlé d'une question venant de PC, mais c'est bien Salima. J'avais que le diminutif, donc Salima s'est manifestée. Merci. Il y a Guilhem, qui indique: «Quelles sont les bonnes habitudes à avoir?» Ça c'est une question, que l'on pourrait s'appliquer à tous, hein. Les habitudes. Le matin, je rentre dans le service, déjà un bonjour peut-être, hein? Un bonjour, un Ah bah merci. oui, alors moi c'est ce que bah, je t'avais raconté. Donc et c'est marrant parce que tu dis ça parce que euh, donc moi j'ai changé d'hôpital justement pour des questions de valeurs qui étaient plus respectées. Et j'ai discuté pas plus tard qu'il y a une semaine avec une infirmière et il comprenait pas pourquoi j'arrivais par la porte de secours. Et pourquoi j'arrivais par la porte de secours? Parce qu'en venant par la porte de secours, j'arrivais dans la salle, donc je suis néphrologue de dialyse, j'arrivais et je pouvais dire bonjour aux infirmières que je nommais par leur prénom et bonjour aux patients avant de passer dans mon bureau. Et au moins, ils savaient que j'étais là. Et c'est les trois petits mots magiques, bonjour, merci, au revoir. Et elle m'a dit, ah ouais, parce que ça les embêtait parce qu'elle devait venir ouvrir la porte. Mais c'était un détail. Mais voilà, une habitude qui fait que ça nourrit l'équipe. Parce que chacun a besoin d'être vu, entendu, reconnu. Et effectivement, ben, en faisant ce geste, ben, ils étaient vus, ils étaient entendus, et ils étaient reconnus. Et tout le monde, on a besoin de ça. Tout être humain a besoin de ça. Donc, c'est des petites choses simples. Et oui, Claire, le management patriarcal existe toujours, ça. Comment faire changer les mentalités. Mais je vais la semaine prochaine euh, parler à des directeurs financiers. Si je vais arriver à les convaincre que c'est clairement rentable, rentable dans le sens efficacité, qualité, de former ces chefs de service. Je pense que on ne devrait pas nommer un chef de service sans qu'il ait suivi une formation de management, de leadership, ou être accompagné par un coach pour avoir une réflexion de sa posture de chef. Oui.
Exactement. Là, j'ai une petite anecdote où dans une première vie, j'étais directeur de transition, donc on appelait le pompier, qui était, en partie, moi et dans lequel à chaque fois, je suis parti du principe qu'en ce qu'on pouvait considérer comme perdre du temps qui était dire bonjour à tout le monde pendant un quart d'heure, parce qu'on sait qu'un bonjour entraîne du coup une discussion avec souvent parfois, des solutions à régler. Mais le quart d'heure que je prenais le matin, je le regagnais sur tout le reste de ma journée, de ma semaine et lors d'un conflit, le lien que j'avais créé, il était intangible, il était pas parfait quoi, il était pas perceptible. Mais je trouvais, évidemment un intérêt à être, à garder un cap qui est, bonjour, merci, au revoir et les gé ne serait-ce que le respect. C'est une base, Mais, primordiale. mais- mais Julien, tu me tends une perche pour un. Pourquoi on a en dessous du magnifique château, qu'est-ce qu'on a mis? S'arrêter pour avancer, prendre du temps pour en gagner, Mmh. investir en. En fait, on est dans un monde qui a du mal à investir dans cette dimension intangible. Et on pense que c'est ouais, le développement personnel et que non, c'est pas du tout. C'est quelque chose qui se travaille. On a chacun des soft skills différents et on n'a pas besoin d'avoir tous les mêmes. Et c'est pour ça que il faut individualiser l'approche. Mais il faut se dire, bah, tiens, quelles sont mes forces? Et plutôt que de perdre de l'énergie à contrôler ses faiblesses, renforcez vos forces. Mmh. C'est la loi de Pareto, 80-20. Et, euh, et ça, c'est clairement puissant. Parfait. Est-ce que, Jean-Marc, nous sommes dans les timings, il est Ouais. 21:59. Est-ce que tu souhaites, évidemment, des questions, il y en a énormément. Peut-être, je ne sais pas si tu as encore des choses à évoquer? Non, pour moi, je Peut propose de présenter j'ai pour ceux que ça intéresse. Oui. J'ai indiqué l'ouvrage que tu as eu l'occasion de réaliser et d'écrire, Jean-Marc, sur les soft skills. Je l'ai indiqué à plusieurs reprises dans le chat. Et c'est une boîte à outils, donc très pratico-pratique. Donc ça, c'est bien, on le lit, on l'applique dès le lendemain. Donc ça, c'est une vision pragmatique qui est intéressante. Il y avait aussi d'autres ouvrages sur le leadership. Là, je vois que ça continue de circuler. Merci pour les retours. J'ai invoqué aussi ta présence à Préventica, au salon, dans lequel, tu me fais l'honneur et le plaisir d'être à mes côtés pour du coup, une table ronde sur la prévention. La prévention, ça va aussi avec le leadership, hein, et aussi on pourrait parler d'attractivité, hein. Bon, il y a beaucoup de sujets à traiter, quoi. Mhm. Merci. Merci pour la référence, Hugues, Loïc Martin. Ok, je vais noter ça. Ouais, bah, j'ai eu le plaisir de faire un article là-dedans, Jean-Marc, au fait, dans cet D'accord. ouvrage. Nous avons pas mal de personnes du réseau, hein, l'écosystème fonctionne. Hugues, Sandrine, Geneviève, Cécile, Candice, Céline, Zilphi. Zilphi qui sera présent, aussi au séminaire. Mhm. Il y a Pierre Simon, docteur Pierre Simon, qui est l'un des pontes en télémédecine. Merci, d'être présent. Tout ne s'arrête pas là, hein. Évidemment, on est sur les réseaux, LinkedIn, n'hésitez pas, notre 06 ou notre numéro belge est assez disponible, s'il y a besoin d'échanger sur vos sujets, vos formations, si vous avez besoin de conseils, évidemment, on peut le faire. Nous, on prolongera, l'aventure, en passant de l'écran. On va passer, du coup, du virtuel au physique parce qu'on peut faire beaucoup de choses avec les réseaux. La preuve, on est là aujourd'hui ce soir, c'est notre troisième webinaire. On est déjà à quasiment 200 personnes qui sont présentes, sur les 3. C'est plutôt intéressant. Ça montre qu'il y a une dynamique, mais après, c'est pas suffisant. Il est important de se rencontrer et en plus, je crois que Jean-Marc, tu nous invites en terre, belge, à Spa, au château. Au château, hein, au château. Euh, où, où on va couconner. Alors, sachez aussi qu'on cocoon nos participants avant et après, parce que justement, c'est une dynamique, c'est un élan qu'on met. Et puis, bon, c'est un écosystème, c'est des outils d'intelligence collective qu'on va mettre en place. Et ben, c'est partager et accompagner les différents participants à développer justement leur soft skills par rapport au leadership et par rapport à
à ces dimensions-là. Je me suis permis pour ceux qui sont intéressés, merci à tout le monde, j'ai mis le séminaire, dont on parle, en lien URL. On a une page qui rentre un peu dans les détails et il y a le programme aussi, qui permet de pouvoir voir un peu comment on va articuler le vendredi, samedi, dimanche. On va faire plusieurs ateliers, on va rentrer, dans du mastermind, dans l'écosystème, dans le plan d'action, de la stratégie, on va passer aux opérations. On fera aussi de la formation, de la sensibilisation. On essaiera de pouvoir personnaliser un maximum, en rendez-vous en amont du séminaire, parce que le séminaire n'est qu'une étape, hein. C'est qu'un prolongement et un chemin. On a aussi en accompagné de Gabriel David, pour ceux il y en a une partie qui le connaissent. Gabriel David, qui est présent en bas à droite là, c'est la personne qui est voilà, c'est la personne de l'ombre, mais aujourd'hui qui prend la lumière, qui a organisé tous les webinaires. Il a fait, les mails, ainsi que le fait qu'il y ait aucun bug technique, c'est important dans la communication. Et il sera présent aussi avec une casquette de tout ce qui est intelligence artificielle, plateforme, voilà, faire de sorte que vos projets puissent sortir de terre avec Jean-Marc et moi-même, et puis accompagné de Gabriel. Donc on sera avec grand plaisir, du coup on pourra vous y retrouver. Il nous reste quelques places, ça part vite, tant mieux. On est un peu comme le Big Mac, on est un peu victime de notre succès. Mais pour une première, il y a un beau groupe qui commence à se constituer, pluridisciplinaire, paramédicaux, médecins, formateurs, sciences humaines en France, mais aussi en Belgique. Donc plutôt une belle cohorte, mon cher Jean-Marc. Magnifique, magnifique. Bah, en tous les cas, on se réjouit. Et puis de toute façon, voilà, ce qui nous anime tous les trois, c'est la passion. Et ça, c'est un bon moteur, hein. C'est un bon moteur. Peut-être si quelqu'un souhaite prendre la parole, on peut durant ces quelques minutes, peut-être, l'ouvrir, peut-être une remarque, une suggestion. On aurait pu, durer 1 heure et demie, 2 heures, 3 heures. On passera un week-end, c'est déjà bien. On aura le temps de se poser et pouvoir discuter. N'hésitez pas à l'indiquer dans le chat si quelqu'un souhaite, prendre la parole. Hem, En tout cas, tout le monde a bien échangé. Merci Hugues, pour ton partage. Ah oui, on pourra faire un tirage au sort pour une séance si l'un des personnes qui n'a pas déjà gagné souhaite ne, ne fût-ce que un entretien pour parler de son projet. Mmh. Euh, Notre cher animateur web pourra sélectionner dans les personnes qui ont intervenu, euh, si vous le souhaitez, Exactement. bien entendu, de pouvoir bénéficier d'un échange one-to-one de 3 quarts d'heure avec l'un d'entre nous. Ou C'est les avec 3. grand plaisir. Ou les trois, ou les trois, Les ou les 3. trois. Mais Bien en sûr. fait, ouais. Oui, Gabriel va amener la dimension que nous n'avons pas, c'est-à-dire comment rendre visible votre projet à partir du moment où vous développez. On sait que plusieurs des personnes sont porteurs de projets et donc comment aujourd'hui on les rend visibles. Ça fait partie de cette triade parce qu'on peut avoir un projet magnifique, si personne ne le voit, c'est bien dommage. Ça, c'est très vrai. Effectivement. La triade est très important. Je te laisse, du coup, Gabriel, excuse-moi. Oui, bah, du coup, alors juste pour me présenter, quelques mots, c'est avec grand plaisir, hein, que je rejoins justement, le duo pour former ce petit, trio, pour, vous proposer justement ce que disaient Jean-Marc, et Julien, bah, un côté, autour justement des outils numériques, savoir si, vous, porteurs de projet, vous avez des ambitions. Moi, je peux apporter justement des conseils pour pouvoir les mettre en œuvre au niveau du développement d'outils numériques. Ça va jusqu'à des processus d'intelligence artificielle où on développe certaines choses. Et puis après, j'ai un autre côté aussi concernant justement bah, tout ce qui est technologie de communication digitale, où là aussi, je pourrais justement vous apporter conseil à ce niveau-là pour toujours pareil, mettre en musique votre projet et faire en sorte qu'il vous aider à le faire croître et le faire réussir. Merci, Gabriel, d'avoir relevé ce challenge, de venir avec nous, en Belgique. En tout cas, nous,
on ira on fera un petit C'est quoi marathon. ça? C'est quoi ce challenge de venir en Belgique? Attends, là il va falloir appeler tout de suite un. Moi je laisse pas passer ça, hein. Euh, tu pleures deux fois quand tu viens en Belgique, hein. C'est d'y aller et puis d'y repartir. Ah oui, c'est comme Bienvenue chez les Ch'tis, je crois. Ouais. En tout cas, il est désormais l'heure de se quitter. Ça passe à une vitesse, assez folle. On essaiera de pouvoir, poursuivre. Le replay va venir très rapidement. Il y a des personnes qui nous le demandaient là, le replay des 2 précédents également. Nous avons mis les coordonnées si besoin dans le chat. Je pense qu'on est aussi assez visible sur les réseaux. Jean-Marc, Gabriel et moi-même sommes disponibles. N'hésitez pas, surtout. Voilà, s'il y a une question, un conseil, quelque chose dans lequel nous pouvons vous aider. Merci d'avoir interagi avec efficacité sur ce chat. C'est allé très rapide, mais en tout cas, on essayait de pouvoir balayer en peu de temps ce que c'était le leadership médical, entre autres. Ce qu'il faut retenir, c'est la pluridisciplinarité et puis les 5 T, hein. Moi, je retiens les 5 T, mon cher Jean-Marc. Il a été liké, près de 5 fois ces 5 T, durant ta présentation. Voilà, puis ceux qui veulent un peu plus d'informations sur les programmes, merci Candice, pour ton retour. Merci Claire aussi également. Il y a Claire qui demande: «Les sources et la bibliographie sont-elles disponibles?» Euh, Mais c'est-à-dire que pour l'instant, je suis en train. J'ai j'ai toute une bibliographie et j'aimerais bien la remettre vraiment au goût du jour. En tous les cas, dans le replay, vous pouvez avoir celles qui sont répertoriées. Mais j'ai bien entendu beaucoup plus de références. Maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller sur PubMed et de cibler les articles que vous souhaitez retrouver. Parce que pour l'instant, c'est pas finalisé et c'est un sujet sur lequel je travaille et donc j'aimerais bien encore compléter parce il y a beaucoup à dire en fait. Oui. Bah, sinon, on peut indiquer que durant le séminaire, on aura l'occasion de transmettre une bibliographie complète, peut-être. Oui, tout à fait. Mais ça, effectivement, je pourrais proposer aux participants d'avoir une espèce d'e-book qui reprend un peu éléments-là. Mais Et je vais ben, noter aussi là, ouais, Vincent Giolto. ouais, il y a Céline aussi qui nous a partagé pas mal. Vincent Giolto. Giolito. Ok, parfait. Bon, en tout cas, Eh bien, c'est, voilà. merci. On vous remercie tous. Moi, je ne vais pas pouvoir Merci trop à prolonger tous. parce que j'ai promis à ma fille que j'allais pas la laisser. Je vais aller la chercher au cirque et que j'allais pas la laisser à la rue. Ça, tu peux Bonne, couper l'enregistrement parce que sinon. bonne idée, mon cher Ça Jean-Marc. sera Eh ben, coupé, ça sera coupé. mais Voilà. on Mais on se dit pas au revoir, on se dit à très bientôt. Vous allez avoir de nos nouvelles, notamment vu que vous êtes dans nos bases concernant le replay, dans les prochains jours. Et puis on reste entièrement disponible. On se connaît pour la plupart, donc c'est plutôt sympa, un petit SMS ou un petit appel pour préparer la rentrée et pour se donner l'actualité avec grand plaisir. Merci Jean-Marc de t'être rendu disponible pour préparer ce troisième webinaire, hein. C'est toujours un succès. Il y a eu beaucoup de retours très positifs. Merci Céline pour tes retours. Et puis aussi notamment Gabriel pour ta présence à nos côtés, officielle maintenant. Et puis l'ensemble des personnes Tout à ici fait. présentes. Merci à vous. merci. Merci à tous. Bonsoir. Bonsoir.